Roberto est un chauffeur de taxi qui aime son travail parce qu'il lui permet de parcourir la ville et de rencontrer d'innombrables personnes. Cependant, lors de l'un de ses trajets, il rencontre quelqu'un qui changera sa vie pour toujours. Bonjour, bienvenue. Merci de liker, de vous abonner et d'activer les notifications. Roberto est un veuf de 40 ans et père d'un fils adulte. Il a commencé à travailler comme chauffeur de taxi quand il était jeune, vers l'âge de 20 ans. Au début, les choses étaient difficiles, mais avec le temps, il a maîtrisé son métier. Pourtant, les choses n'allaient pas bien pour Roberto. Sa situation financière était désastreuse, alourdie par de nombreuses dettes qui semblaient augmenter chaque jour. Le loyer était en retard, et le paiement imminent de la voiture ajoutait à son anxiété. La voiture, un modèle ancien qui avait connu des jours meilleurs, était bien plus qu'un simple véhicule. Pour lui, c'était son gagne-pain. Chaque jour, il parcourait les rues de la ville, prenant des passagers et espérant que chaque course apporterait suffisamment pour réduire ses factures croissantes. Ses amis, voyant l'impact que cela avait sur lui, lui suggéraient de vendre la voiture. Elle vaut quelque chose, Roberto, disait-il, essayant d'offrir des solutions pratiques. Mais pour Roberto, vendre la voiture n'était pas une option envisageable. Ce n'était pas seulement un moyen de transport, c'était son lien vital avec le monde, ce qui lui permettait de subvenir à ses besoins de base. Sans la voiture, il ne saurait pas comment s'en sortir. L'idée de la perdre le remplissait d'une profonde angoisse. Il imaginait ce que serait sa vie sans la voiture. Marcher pour aller aux entretiens d'embauche. En compétition avec des candidats plus jeunes et plus qualifiés pour des postes moins bien rémunérés que ce qu'il gagnait actuellement. Ou pire, être incapable de trouver du travail. S'enfonçant davantage dans les dettes et perdant tout ce qu'il avait travaillé si dur pour maintenir. La voiture était sa seule constante, sa seule source de revenus fiables, et il ne pouvait pas supporter l'idée de s'en séparer. Alors, Roberto travaillait plus dur, se poussant à la limite, conduisant plus longtemps et prenant plus de passagers. Il réduisait tout le reste. Vivant aussi frugalement que possible, espérant qu'il pourrait d'une manière ou d'une autre traverser cette période difficile. Pourtant, le poids de ses charges financières restait pesant sur lui jour et nuit, un rappel de sa proximité avec la perte de tout. Ainsi, Roberto se poussait à bout, prenant des doubles services qui s'étendaient du petit matin jusqu'au milieu de la nuit. L'emploi du temps implacable lui laissait à peine le temps de se reposer, et encore moins de dormir véritablement. Ses nuits étaient marquées par des retournements incessants, son esprit tourbillonnant de soucis sur ses dettes croissantes et la peur omniprésente de prendre du retard. Le manque de sommeil a eu un impact sur son corps, et bientôt, le stress a commencé à se manifester de manière impossible à ignorer. Roberto a commencé à souffrir de maux de tête chroniques qui semblaient battre au rythme de son cœur, et son dos le faisait souffrir à cause des longues heures passées courbé sur le volant. Au début, il a ignoré ces maux, les considérant comme faisant partie du travail, mais avec le temps, ils sont devenus plus graves. Les visites chez le médecin ont confirmé ce qu'il craignait, le stress commençait à affecter sérieusement sa santé. Les traitements recommandés étaient coûteux, des frais qu'il pouvait à peine se permettre en plus de ses obligations financières existantes. Mais quel choix avait-il? Ignorer sa santé ne ferait qu'aggraver la situation. Malgré l'aggravation des symptômes et la pression que cela exerçait sur lui, Roberto ne pouvait pas se permettre de ralentir. Son travail de chauffeur de taxi était sa seule source de revenus, et il savait que réduire ses heures de travail n'était pas une option. Chaque jour était un exercice d'équilibre, jonglant entre les exigences de son travail et l'urgence croissante de ses problèmes de santé. Il parcourait les rues de la ville, prenant des passagers, échangeant des politesses, tout en repoussant la douleur lancinante dans son dos et le mal de tête sourd. Il rencontrait d'innombrables personnes, chacune avec sa propre histoire, mais Roberto gardait ses luttes pour lui. Demander de l'aide, surtout de l'aide financière, était hors de question. Il avait vu comment les dettes pouvaient devenir incontrôlables,
et la dernière chose qu'il voulait était de devoir quelque chose à quelqu'un. Emprunter de l'argent ne ferait qu'aggraver sa situation, ajoutant une nouvelle couche de stress à son fardeau déjà accablant. Alors, il continuait à travailler, préférant faire autant d'heures que possible dans l'espoir qu'à force de volonté, il pourrait se sortir du trou dans lequel il se trouvait. Il s'accrochait à l'espoir qu'un jour, il pourrait rembourser ses dettes et enfin avoir un moment pour respirer, pour vivre une vie qui ne serait pas dictée par la prochaine facture ou le prochain passager. Le rêve d'une existence plus calme et plus paisible le maintenait en mouvement, même si son corps et son esprit criaient au secours. Une nuit, après avoir déposé un passager à sa destination, il roulait sur une route désertée. Très sombre. Mais c'est sur cette route que sa vie a changé, car il a vu une très vieille femme, toute vêtue de blanc et très désorientée. La femme semblait ne pas savoir où elle allait, et Roberto a arrêté sa voiture et lui a demandé si elle avait besoin d'aide. La femme s'est simplement tournée vers lui et a dit qu'elle ne se souvenait pas de son nom ni d'où elle se trouvait. Elle savait seulement que quelqu'un l'avait laissée là. Alors, Roberto lui a demandé de monter dans sa voiture, et qu'il l'emmènerait en ville, un poste de police. Il pourrait peut-être l'aider. La femme est montée dans la voiture avec beaucoup de difficultés. Elle semblait avoir entre 70 et 80 ans, mais elle était bien habillée et ne semblait pas être sans abri. Roberto a simplement pensé qu'elle avait traversé quelque chose de traumatisant qui l'avait laissé désorienté et il voulait l'aider. Alors qu'il conduisait dans les rues faiblement éclairées, la curiosité de Roberto grandissait chaque minute qui passait. Le silence de la femme était troublant, mais ce qui le perturbait encore plus était ce sentiment tenace de familiarité. Son visage, bien que marqué par les années, éveillait quelque chose dans sa mémoire. Il la regardait dans le rétroviseur, essayant de se rappeler où il avait pu la voir auparavant. La façon dont elle se tenait, le regard dans ses yeux, il y avait quelque chose chez elle qui titillait les bords de son souvenir. Il avait conduit tellement de personnes au fil des ans, chacune avec sa propre histoire, sa propre raison d'avoir besoin d'un taxi. Certains étaient des habitués, des personnes qu'il avait appris à connaître par leur nom, tandis que d'autres étaient des rencontres éphémères. Des passagers qui étaient entrés et sortis de sa vie en quelques kilomètres. Il était impossible de se souvenir de tous, mais certains visages avaient une manière de rester gravés dans sa mémoire, surtout ceux qui avaient fait une forte impression. Alors que Roberto continuait à conduire, son esprit s'emballait, passant en revue les innombrables visages qu'il avait vus au cours de ces années derrière le volant. Se pourrait-il qu'elle ait été une passagère régulière d'une autre époque de sa vie, quelqu'un qui avait autrefois fait partie de sa routine quotidienne? Ou peut-être était-elle quelqu'un qui l'avait aidé lors d'un moment difficile, une personne qui s'était confiée à lui pendant une course? Les possibilités étaient infinies, et plus il y pensait, plus il devenait certain que leur chemin s'était déjà croisé. Pourtant, malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à retrouver un souvenir précis. Les années s'étaient estompées, et les visages de ses passagers étaient devenus un mosaïque de sourires, de froncements de sourcils, et d'expressions fugaces. Il se demandait si elle avait changé au fil du temps, si les années avaient modifié son apparence au point qu'elle ne ressemblait plus à la personne dont il se souvenait. Peut-être qu'elle était plus jeune, plus vibrante, lorsqu'ils s'étaient rencontrés pour la dernière fois, et que les épreuves de la vie avaient laissé leur marque sur elle, tout comme sur lui. L'esprit de Roberto retourna à ses débuts en tant que chauffeur de taxi, lorsqu'il était encore nouveau dans la ville et avide d'en apprendre les rythmes. À l'époque, chaque passager représentait une opportunité d'explorer l'expérience humaine, une chance d'entendre des histoires d'amour, de perte, de triomphe et de désespoir. Il avait rencontré des gens de tous horizons, chaque course offrant une fenêtre sur un monde au-delà du sien. Se pourrait-il qu'elle ait été quelqu'un de cette époque, une figure du passé qui avait ressurgi de manière étrange et silencieuse? Plus il y réfléchissait, plus Roberto ressentait un malaise. Il y avait quelque chose chez cette femme qui lui donnait l'impression d'être au bord de découvrir un chapitre caché de sa propre vie, une histoire qu'il avait oubliée ou peut-être choisi d'oublier. Il se demandait si elle
détenait une part de son passé qu'il n'était pas prêt à affronter, un souvenir enfoui sous le poids des années et des responsabilités. Déterminé à briser le silence, Roberto parla de nouveau, sa voix douce mais insidieuse. « Est-ce que je vous connais ?» demanda-t-il, espérant obtenir une réponse, un indice. Quelque chose qui expliquerait pourquoi elle lui semblait si familière. La femme resta silencieuse, son regard fixé sur quelque chose de lointain, comme perdu dans ses propres pensées. La prise de Roberto sur le volant se resserra, sa frustration grandissant alors que les kilomètres défilaient et que les réponses restaient insaisissables. Il ne lui restait que des questions et un sentiment de mystère de plus en plus profond. Qui était-elle, et pourquoi lui semblait-elle si étrangement familière? Alors que la voiture avançait tranquillement dans la nuit, Roberto savait qu'il ne pourrait pas se reposer tant qu'il n'aurait pas découvert la vérité, même si cela signifiait creuser dans des parties de son passé qu'il avait longtemps laissé derrière lui. Revenons 2 décennies en arrière, au souvenir de Roberto lorsqu'il avait tout juste 20 ans. Roberto était à l'université, vivant avec sa grand-mère, car sa mère venait de décéder. De plus, il n'avait pas vu son père depuis plus de 10 ans, depuis que ce dernier s'était séparé de sa mère pour vivre avec une autre femme. Après la mort de sa mère, Roberto avait même essayé de vivre un temps avec son père, mais la relation avec Susanna, sa belle-mère, et ses demi-frères et demi-sœurs n'était pas amicale. En seulement quelques jours, Susanna s'était disputée avec lui, avait humilié et insulté la mémoire de la mère de Roberto, et les disputes avec sa belle-mère étaient intenses et lourdes. Son père n'avait absolument rien fait, lui demandant seulement d'être patient et de tolérer la situation. Roberto ne pouvait pas croire que son père était ainsi, ce qui l'avait poussé à quitter la maison et à ne plus vouloir rester en contact avec lui. Roberto n'a plus jamais eu de nouvelles de son père ni de Susanna. Ainsi, Roberto s'installa chez sa grand-mère, Odette, une femme dont la chaleur et l'humour semblaient illuminer chaque pièce où elle entrait. Malgré le deuil qui avait récemment frappé la famille après la mort de sa mère, la maison d'Odette était un lieu de réconfort et de rire. Elle avait cette capacité à trouver de la joie dans les petites choses, qu'il s'agisse d'une tasse de thé partagée sur le porche ou d'une blague racontée au bon moment pour remonter le moral de tout le monde. Sa présence était un baume pour le cœur blessé de Roberto, l'aidant à traverser cette transition difficile vers ce nouveau chapitre de sa vie. Odette n'était pas seule à maintenir l'atmosphère animée de la maison. Elle recevait l'aide de Mafisa, une femme de ménage qui travaillait pour la famille depuis des années. Âgée de 50 ans, Mafisa était un pilier de force et de stabilité dans la maison d'Odette. Elle était fière de son travail, accomplissant ses tâches avec une efficacité discrète qui cachait l'affection profonde qu'elle portait à ceux qu'elle servait. Chaque repas qu'elle préparait, chaque tâche qu'elle effectuait, était fait avec soin et amour, comme si elle s'occupait de sa propre famille. Mafisa avait une affection particulière pour Roberto, une affection qui allait au-delà de ses devoirs de femme de ménage. Ayant perdu son propre fils lorsqu'il avait à peu près l'âge de Roberto, elle voyait en lui le fils qu'elle avait dû dire au revoir bien trop tôt. Cette perte avait laissé une marque indélébile sur son cœur, et en Roberto, elle trouvait un moyen de canaliser l'amour maternel qui brûlait encore en elle. Elle le traitait avec une attention douce, presque maternelle, s'assurant qu'il soit bien nourri, que ses vêtements soient propres, et qu'il ait quelqu'un à qui parler lorsque le poids de ses problèmes devenait trop lourd à porter. Roberto, à son tour, appréciait profondément le soutien discret de Mafisa. En elle, il trouvait plus qu'une simple femme de ménage, il trouvait une confidente, une amie, et une figure maternelle qui semblait instinctivement comprendre les tourments qu'il traversait. À une époque où sa vie semblait hors de contrôle, la présence stable de Mafisa était une bouée de sauvetage. Elle ne cherchait jamais à s'immiscer ou à le pousser à partager plus qu'il ne le souhaitait, mais elle savait toujours quand il avait besoin de parler à quelqu'un. Sa capacité à écouter sans juger était un don que Roberto avait appris à chérir. Mafisa avait une capacité remarquable à lire entre les lignes du silence de Roberto. Souvent, elle le surprenait dans des moments de réflexion silencieuse, le front plissé sous le poids de ses pensées, et elle le ramenait doucement au présent par un simple geste. Réconfortant, une tasse de thé,
un sourire chaleureux, ou quelques mots rassurants. Ses conseils, lorsqu'elle les donnait, étaient toujours pratiques et enracinés dans ses propres expériences de vie. Elle ne prétendait jamais avoir toutes les réponses, mais la sagesse qu'elle partageait aidait souvent Roberto à voir les choses sous un nouvel angle, offrant une clarté dont il avait grand besoin. Au fil des jours, des semaines, puis des mois, le rôle de Mafisa dans la vie de Roberto devenait de plus en plus significatif. Elle était devenue une force stabilisatrice, quelqu'un sur qui il pouvait compter lorsque tout le reste semblait incertain. Les routines qu'il avait établies ensemble, de simples rituels quotidiens comme partager le petit déjeuner ou discuter des événements de la journée, étaient devenus une source de réconfort pour Roberto. Ces moments, bien que petits, l'ancrèrent, lui donnant un sentiment de normalité dans un monde qui lui semblait souvent chaotique. L'influence de Mafisa s'étendait au-delà des murs de la maison. Sa force tranquille et sa résilience commencèrent à se refléter sur Roberto, l'aidant à affronter les défis avec un nouveau calme. Elle l'encourageait à avancer pas à pas, à se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler et à lâcher prise sur le reste. Ses paroles étaient comme un baume pour son esprit agité, apaisant l'anxiété qui menaçait souvent de l'accabler. Roberto constata que, grâce au soutien de Mafisa, il parvenait mieux à faire face aux incertitudes de son avenir. La peur et le doute qui avaient autrefois assombri ses pensées commencèrent à se dissiper, remplacés par une confiance croissante en sa capacité à gérer ce qu'il attendait. Il commença à voir la valeur des petites victoires, accomplir une tâche qu'il redoutait, progresser sur un objectif à long terme, ou simplement traverser une journée difficile avec le moral intact. Mafisa célébrait ces moments avec lui, aussi minimes qu'ils puissent paraître, renforçant l'idée que le progrès, même lent, restait du progrès. Au fil du temps, Roberto prit conscience de tout ce que Mafisa avait fait pour lui, non seulement en termes de tâches ménagères, mais aussi en l'aidant à trouver ses repères quand il en avait le plus besoin. Sa présence était devenue une partie intégrante de sa vie. Et il ne pouvait imaginer traverser cette période d'incertitude sans elle à ses côtés. Elle lui avait offert le cadeau de la stabilité à un moment où il ne se sentait pas du tout stable, et pour cela, il lui était profondément reconnaissant. Leur relation, fondée sur le respect mutuel et une compréhension silencieuse, devint l'une des plus importantes de la vie de Roberto. Mafisa lui avait appris la valeur de la patience, de la résilience, et l'importance de trouver de la force dans les moments simples du quotidien, souvent ignorés. Avec elle à ses côtés, Roberto se sentait mieux équipé pour affronter l'avenir, quoi qu'il en soit. Et bien qu'il sache que la vie comporterait toujours des défis, il savait aussi qu'avec le soutien de Mafisa, il pourrait les affronter avec courage et grâce. En vivant avec Odette et Mafisa, Roberto commença à guérir des blessures profondes que la vie lui avait infligées. La perte de sa mère avait laissé un vide dans son cœur, qui semblait impossible à combler, et la relation tendue avec son père n'avait fait qu'approfondir son sentiment d'abandon. Pendant longtemps, Roberto avait eu l'impression de dériver dans la vie, sans attache et seul, accablé par le chagrin et un sentiment persistant de trahison. Mais tout commença à changer lorsqu'il s'installa chez sa grand-mère. Odette, avec sa sagesse douce et ses rires chaleureux, devint un phare d'espoir pour Roberto. Elle avait une manière unique de transformer même les moments les plus sombres en quelque chose de plus léger, de plus supportable. Que ce soit par une blague bien placée ou une histoire réconfortante de son propre passé, Odette savait exactement comment remonter le moral de Roberto. Son humour n'était pas seulement une question de faire rire les gens, c'était une manière de montrer que la vie, peu importe sa dureté, avait toujours une place pour la joie. Peu à peu, Roberto recommença à sourire, son rire revenant par petites explosions hésitantes qui devinrent plus fréquentes au fil des jours. Mafisa, quant à elle, offrit à Roberto un autre type de réconfort. Sa présence était une force tranquille et apaisante dans la maison. Elle n'avait pas besoin de dire grand-chose, ses actions parlaient plus fort que les mots. Mafisa était toujours là, prête avec un repas chaud, une chemise fraîchement lavée, ou simplement un sourire chaleureux qui disait à Roberto qu'il était aimé. Elle avait une capacité innée à ressentir quand il avait besoin de parler.
quand il avait besoin de silence. En elle, Roberto trouva quelqu'un qui comprenait sa douleur. Sans avoir besoin d'en discuter sans fin. Elle était une gardienne discrète de son bien-être. Veillant à ce que, même dans ses pires jours, il ne se sente jamais complètement seul. Au fil des mois, Roberto découvrit que la maison qu'il avait d'abord considérée comme un refuge contre ses problèmes était devenue quelque chose de plus, un lieu de guérison. La chaleur et l'attention qu'Odette et Mafisa lui apportaient commencèrent à réparer les morceaux brisés de son cœur. La routine de la vie quotidienne chez sa grand-mère, autrefois banale, devint une source de réconfort. Chaque jour apportait une petite victoire, qu'il s'agisse de réussir à apprécier un repas sans se sentir coupable de la perte de sa mère, ou de pouvoir dormir toute la nuit sans se réveiller en panique. Roberto commença à redécouvrir des parties de lui-même qu'il pensait avoir perdues à jamais. Il se mit à s'intéresser à des choses qu'il aimait autrefois, comme la lecture et la réalisation de petits projets autour de la maison. Le jardin d'Odette, qui avait toujours été sa fierté et sa joie, devint un lieu où Roberto trouva la paix. Il y passait des heures, prenant soin des plantes, le travail physique l'aidant à clarifier son esprit et à apaiser son esprit. Le jardin, avec ses fleurs éclatantes et ses herbes parfumées, devint un symbole de la nouvelle vie qu'il nourrissait lentement en lui-même. Mafisa remarqua ces petits changements chez Roberto et l'encouragea à sa manière discrète. Elle laissait traîner des livres qu'elle pensait qu'il pourrait apprécier ou lui suggérait d'entreprendre une petite tâche dont elle savait qu'elle lui donnerait un sentiment d'accomplissement. Elle ne le poussait jamais trop fort, comprenant que Roberto avait besoin de retrouver son chemin à son propre rythme. Mais ses encouragements subtils l'aidaient à avancer, lui rappelant que la vie offrait encore des possibilités et qu'il était capable de progresser, même si ce n'était qu'un petit pas à la fois. Chaque jour qui passait, la lourdeur qui s'était installée dans la poitrine de Roberto commençait à se dissiper. Il n'était pas complètement guéri, le deuil n'est pas quelque chose qui disparaît simplement, mais il apprenait à vivre avec, à le porter sans le laisser le consumer. L'amour et l'attention qu'il recevait d'Odette et de Mafisa étaient comme un baume pour son âme, apaisant la douleur et l'aidant à reconstruire sa vie, brique par brique. Avec le temps, Roberto réalisa que la maison de sa grand-mère était devenue plus qu'un simple lieu où loger. C'était un sanctuaire, un endroit où il pouvait être lui-même, où il pouvait faire son deuil, guérir et grandir. Entouré de l'amour de deux femmes remarquables, Roberto commença à croire en la possibilité d'un avenir qui ne serait pas défini par la perte ou la douleur, mais par la force qu'il avait acquise grâce à leur soutien indéfectible. Au fil du temps, le lien entre Roberto et Mafisa se renforça, devenant quelque chose qui ressemblait à une connexion familiale, non pas née du sang, mais des expériences partagées et de la compréhension mutuelle. Leur relation s'épanouit dans les moments de calme qu'ils passaient ensemble, en particulier pendant les longues soirées passées dans la cuisine où Mafisa préparait les repas d'une main experte. La cuisine devint leur sanctuaire. Un lieu où le monde extérieur et ses tracas pouvaient être momentanément mis de côté. Remplacés par les rituels réconfortants de la découpe des légumes, du remuage des casseroles, et de l'odeur chaleureuse de la nourriture faite maison qui emplissait l'air. Leurs conversations étaient variées, abordant tout, des détails banals de la journée de travail de Roberto au sujet plus profond qui pesait sur son esprit. Tandis que Mafisa s'activait dans la cuisine, ses mains préparant habilement le repas du soir, elle écoutait avec une oreille attentive, offrant des conseils quand cela était nécessaire, mais étant le plus souvent simplement présente pour lui. Roberto se rendit compte qu'il pouvait lui parler d'eux. Tout de ses difficultés avec ses études, de ses aspirations pour l'avenir, des doutes qui surgissaient parfois lorsqu'il pensait au chemin que prenait sa vie. Mafisa, avec sa riche expérience de la vie, lui apportait des perspectives auxquelles Roberto n'avait jamais pensé, l'aidant à naviguer à travers les complexités du début de l'âge adulte. Dans ces moments-là, Mafisa partageait souvent des histoires de son propre fils, qui lui avait été enlevé bien trop tôt. Elle parlait de lui avec un mélange de fierté et de tristesse, racontant ses espiègleries d'enfant, ses rêves, et les espoirs qu'elle avait autrefois nourris pour son avenir. Roberto écoutait attentivement, conscient des profonds courants émotionnels qui traversaient ses paroles. Il voyait que parler de son fils lui apportait à la fois du réconfort et de la douleur,
mais c'était une douleur qu'elle était prête à supporter pour garder sa mémoire vivante. Pour Roberto, ces histoires devenaient une façon d'honorer le fils de Mafisa, de reconnaître la perte profonde qu'elle avait endurée et la force qu'elle avait trouvée pour continuer à vivre malgré cela. Plus Mafisa s'ouvrait à propos de son fils, plus Roberto ressentait une connexion avec elle, qui allait au-delà de la relation ordinaire entre un employeur et une gouvernante. C'était comme si, en partageant ses souvenirs, elle lui confiait une partie de son cœur, et en retour, Roberto se surprenait à s'ouvrir à elle d'une manière qu'il n'avait jamais faite avec personne d'autre. Il commença à lui confier ses propres peurs et insécurités, les doutes qui le rongeaient tard dans la nuit, et les rêves qui semblaient parfois juste hors de portée. Mafisa écoutait avec la même patience et compréhension qu'elle avait toujours montré, offrant des paroles de sagesse lorsque cela était nécessaire, mais surtout, créant un espace sur eau. Roberto se sentait vraiment écouté. À travers ces échanges, Mafisa devint plus qu'une simple gouvernante ou une figure maternelle de substitution, elle devint la confidente de Roberto, quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance pour partager ses pensées et sentiments les plus intimes. Il y avait un profond réconfort à savoir qu'il pouvait parler librement avec elle, qu'elle ne le jugerait jamais, ni ne rejetterait ses préoccupations. Ses conseils, puisés dans une vie riche d'expériences, étaient souvent exactement ce qu'il avait besoin d'entendre, même si ce n'était pas toujours ce qu'il voulait entendre. La perspective de Mafisa était ancrée dans les réalités de la vie, tempérée par les pertes qu'elle avait subies, et enrichie par l'amour qu'elle portait encore pour ceux qui avaient traversé sa vie. À mesure que leurs liens se renforçaient, Roberto se retrouvait de plus en plus dépendant des conseils de Mafisa. Il commença à la solliciter non seulement pour les grandes décisions, mais aussi pour les petits choix du quotidien. Sa présence dans sa vie lui apportait un sentiment de continuité et de stabilité, un rappel que même en pleine incertitude, il y avait des gens qui se souciaient profondément de lui. Mafisa, de son côté, trouvait du réconfort dans le rôle qu'elle en était venue à jouer dans la vie de Roberto. Il était devenu le fils qu'elle n'avait plus, et en prenant soin de lui, elle trouvait une façon de canaliser l'amour et les instincts maternels qui n'avaient pas été comblés par la mort prématurée de son propre fils. La relation qu'ils avaient forgée était bâtie sur un respect mutuel, une confiance et une profonde compréhension des paysages émotionnels de chacun. Roberto savait que la porte de Mafisa lui était toujours ouverte, que sa cuisine était un lieu où il pouvait soulager son âme sans crainte d'être mal compris. En retour, Mafisa savait que Roberto la valorisait non seulement pour son travail, mais pour la sagesse et le réconfort qu'elle apportait dans sa vie. Ce lien, forgé dans le creuset d'une perte partagée et d'un soutien mutuel, devint l'une des connexions les plus importantes dans la vie de Roberto, lui donnant la force d'affronter l'avenir avec un peu plus de courage et beaucoup plus de cœur. Dans la maison d'Odette, Roberto découvrit quelque chose de bien plus profond qu'un simple toit au-dessus de sa tête. Il trouva un véritable foyer, un sanctuaire où l'amour, le rire et un profond sentiment d'appartenance se tissaient dans le tissu de la vie quotidienne. Le poids des épreuves qu'il avait portées si longtemps commença à s'alléger, adouci par la douce chaleur de la gentillesse de sa grand-mère et le soutien constant et fiable de Mafisa. Cette maison, avec ses planchers qui craquaient et ses meubles usés, devint un lieu où Roberto pouvait enfin respirer, où la tension constante dans ses épaules pouvait se relâcher, et où il pouvait commencer à guérir. Odette avait cette capacité de faire en sorte que chacun se sente, dès qu'il franchissait le seuil de sa maison, partie intégrante de quelque chose de plus grand, quelque chose de réconfortant et d'intemporel. Son rire était le cœur de la maison, résonnant dans les couloirs, et apportant une joie qui avait trop longtemps manqué dans la vie de Roberto. Elle remplissait la maison du parfum du pain frais et du son des vieux disques jouant doucement en arrière-plan, créant une atmosphère à la fois nostalgique et rassurante. C'est dans ces moments simples du quotidien que Roberto commença à ressentir une connexion avec quelque chose qu'il pensait avoir perdu à jamais, un sens de la famille, des racines profondes. Mafisa, avec sa sagesse tranquille et sa compréhension tacite, renforçait ce sentiment de foyer. Elle se déplaçait dans la maison avec un but, sa présence étant une force apaisante qui équilibrait l'énergie vivante d'Odette.
Mafisa n'avait pas besoin de dire grand-chose, ses actions parlaient d'elle-même. Elle était là avec une tasse de thé quand Roberto semblait perdu dans ses pensées, ou avec un lit fraîchement fait lorsqu'il rentrait après une longue journée. Chaque geste, bien que petit, était empreint d'un soin implicite qui faisait sentir à Roberto qu'il était apprécié et compris. Au fur et à mesure que Roberto s'installait dans cette nouvelle vie, il commença à comprendre que la douleur de son passé, bien que toujours présente, ne devait pas le définir. Les blessures et les pertes qu'il avait subies faisaient partie de son histoire, mais elles n'en étaient pas la fin. Ici, dans l'étreinte de la maison de sa grand-mère, il se voyait offrir une seconde chance, une chance de se reconstruire, de trouver un sens dans le quotidien et de tisser des liens qui le porteraient vers l'avenir. Il commença à jouer un rôle actif dans la vie de la maison, aidant Odette dans le jardin, assistant Mafisa dans les tâches ménagères. Ces tâches, bien que simples, lui donnèrent un sentiment de but, une impression de contribuer à quelque chose de plus grand que lui. Le rythme des jours, avec leurs petites routines et leurs moments partagés, devint une source de réconfort et de stabilité, l'ancrant d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Avec le temps, Roberto commença à s'ouvrir davantage, partageant des histoires de son passé avec Odette et Mafisa, qu'il écoutait avec une attention qui lui faisait se sentir véritablement entendu. Il parla de sa mère, des rêves qu'il avait autrefois, et des déceptions qui avaient suivi. Ces conversations, souvent tenues lors d'un repas partagé ou durant une soirée tranquille sur le porche, permettaient à Roberto de traiter son chagrin de manière naturelle et soutenue. Plus il s'engageait dans sa nouvelle vie, plus Roberto réalisait qu'il n'était pas seulement en train de guérir, il était en train de grandir. L'amour et les soins qu'il recevait d'Odette et de Mafisa le nourrissaient, l'aidant à redécouvrir des parties de lui-même qui avaient été enfouies sous le poids du chagrin. Il découvrit qu'il pouvait de nouveau rire, apprécier les petits plaisirs de la vie, et envisager l'avenir avec un sentiment d'espoir plutôt que de peur. Roberto comprenait que cette maison, cette vie, était un cadeau, une opportunité de créer quelque chose de nouveau et de significatif. Entouré de personnes qui tenaient profondément à lui, il commença à bâtir un avenir qui n'était plus assombri par son passé. Les épreuves qu'il avait traversées l'avaient façonné, mais elles ne devaient pas définir le reste de sa vie. Chaque jour qui passait renforçait sa confiance en sa capacité à avancer. Portant avec lui les leçons apprises et l'amour qu'il avait soutenu. Dans la maison d'Odette, Roberto trouva bien plus qu'un simple endroit où loger, il trouva la force de recommencer, le courage de retrouver l'espoir, et la réalisation que, malgré tout, il n'était pas seul. C'était un foyer où il pouvait appartenir, où il pouvait être lui-même, et où il pouvait enfin déposer les fardeaux de son passé pour embrasser les possibilités de l'avenir. Roberto avait une routine très épuisante, jonglant constamment entre ses responsabilités d'études et de travail. Ses journées étaient une succession de matins précoces et de nuits tardives, remplies de manuels, de devoirs, et de longues heures passées au volant en tant que chauffeur de taxi. Il n'y avait guère de place dans sa vie pour autre chose que ses obligations. Il avait rarement le temps de sortir avec des amis, et l'idée de maintenir une relation amoureuse semblait presque impossible. Les quelques relations qu'il avait essayé de cultiver par le passé s'étaient rapidement éteintes, non pas par manque d'intérêt, mais simplement parce qu'il ne pouvait pas trouver le temps ou l'énergie à y consacrer. Cependant, tout changea un jour lorsque Roberto rencontra Marly. Elle était une jeune enseignante, juste quelques années de plus que lui, avec une énergie vibrante qui semblait illuminer la pièce. À 27 ans, Marly avait une confiance calme, une qualité que Roberto trouvait à la fois attirante et réconfortante. Malgré leur légère différence d'âge, ils se connectèrent immédiatement à un niveau profond. Leur conversation coulait facilement, remplie d'intérêts communs et de respect mutuel. Ils comprenaient tous deux les pressions de concilier une carrière exigeante avec des aspirations personnelles, et cette compréhension forgea un lien fort entre eux. Pour la première fois depuis longtemps, Roberto se surprit à attendre avec impatience quelque chose au-delà de sa routine quotidienne. Marly apporta dans sa vie une joie et une légèreté dont il ne s'était pas rendu compte qu'elle lui manquait. Elle avait une façon de
rendre même les moments les plus banals spéciaux, que ce soit un simple dîner ensemble. Ou une promenade dans le parc. Avec elle, Roberto pouvait se détendre et être lui-même. Libre des pressions constantes qui le pesaient habituellement. Leur relation fleurit rapidement, et il ne fallut pas longtemps avant que Roberto commença. Penser que peut-être, juste peut-être, il pourrait avoir un avenir avec Marly. Il admirait ça. Dévotion envers ses élèves, sa passion pour l'enseignement, et sa capacité à trouver un équilibre dans sa vie, quelque chose avec lequel il luttait au quotidien. Marly, de son côté, appréciait la détermination de Roberto, son éthique de travail, et la gentillesse qui se cachait sous son apparence souvent sérieuse. Ils semblaient se compléter parfaitement, et Roberto commença à croire qu'il avait enfin trouvé quelqu'un avec qui partager sa vie. Mais alors que les choses commençaient à se mettre en place, un nouveau défi surgit sous la forme de la mère de Marly, Donna Auxiliadora. Dès leur première rencontre, il était clair qu'elle n'appréciait pas Roberto. Donna Auxiliadora était l'incarnation de la belle-mère. Difficile, le genre que personne ne souhaite avoir. Elle était autoritaire, critique, et farouchement protectrice envers sa fille. Pour elle, personne n'était assez bien pour Marly. Surtout pas un jeune homme qui peinait à joindre les deux bouts tout en jonglant entre ses études et un travail mal payé en tant que chauffeur de taxi. Donna Auxiliadora affichait son désapprobation de Roberto de manière flagrante. Elle scrutait chacun de ses gestes, remettait en question ses intentions, et ne manquait jamais une occasion de lui rappeler que Marly méritait quelqu'un qui pourrait lui offrir une vie meilleure. À ses yeux, les difficultés financières de Roberto étaient un défaut criant, qui éclipsait toutes ses autres qualités. Elle ne voyait pas au-delà du fait qu'il n'était pas encore établi dans sa carrière, et elle ne se souciait pas de comprendre les sacrifices qu'il faisait pour construire un avenir. Son ingérence constante commença à peser sur la relation entre Roberto et Marly. Ce qui avait autrefois été une source de bonheur pour Roberto devenait maintenant un point de stress. Marly se retrouvait prise au milieu, déchirée entre son amour pour Roberto et sa loyauté envers sa mère. Elle essayait de raisonner avec Donna Auxiliadora, de lui faire comprendre que Roberto était un homme bien avec un avenir prometteur devant lui, mais sa mère restait inflexible. La tension entre eux grandissait, jetant une ombre sur la relation qui avait autrefois semblé si prometteuse. Malgré leurs meilleurs efforts, la pression devint finalement trop lourde à supporter pour Roberto et Marly. Les conflits constants avec Donna Auxiliadora drainèrent la joie de leur relation, les laissant tous deux épuisés et découragés. Roberto commença à se sentir comme s'il menait une bataille perdue d'avance, où peu importe ses efforts, il ne réussirait jamais à convaincre la mère de Marly. Le poids de sa désapprobation planait au-dessus d'eux. Lui comme un nuage sombre, et cela commençait à affecter la façon dont il se voyait lui-même et envisageait son avenir. En fin de compte, Roberto prit la difficile décision de mettre fin à la relation. Il ne pouvait pas supporter de voir Marly prise entre deux feux, entre lui et sa mère, et il ne voulait pas être là. Source de tension dans sa vie. C'était un choix douloureux, qui le laissa le cœur brisé et abattu. Pendant longtemps après, Roberto porta avec lui la tristesse de cette perte, se demandant ce qui aurait pu être si les choses avaient été différentes. Mais avec le temps, il comprit que certaines choses échappent à notre contrôle. Il réalisa que peu importe l'affection qu'il avait pour Marly, il ne pouvait pas changer la façon dont sa mère le voyait, ni changer les circonstances de sa vie à ce moment-là. Ainsi, avec un cœur lourd, Roberto tourna la page, emportant avec lui les leçons qu'il avait apprises de son temps avec Marly et la connaissance que parfois, l'amour seul ne suffit pas pour surmonter les défis que la vie nous impose. Auxiliadora n'aimait pas du tout Roberto, et elle ne faisait aucun effort pour cacher son mépris. À ses yeux, il était loin d'être le partenaire idéal pour sa fille, Marly. C'était une femme qui croyait en l'importance du statut social, de la sécurité financière et de l'apparence du succès, et Roberto, avec son revenu modeste et ses aspirations humbles, ne correspondait tout simplement pas à ses attentes. Dès le moment où elle l'a rencontré pour la première fois, Auxiliadora l'avait jugé sévèrement, convaincu qu'il ne serait jamais
capable d'offrir à Marly la vie qu'elle méritait. La désapprobation d'Auxiliadora se manifestait de nombreuses façons, souvent subtiles, mais toujours cinglantes. Lorsque Roberto rendait visite, elle reconnaissait à peine sa présence, ne lui offrant que les salutations les plus sommaires. Son ton était froid, ses mots empreints d'un mépris à peine voilé qui laissait peu de doute quant à ses sentiments. Les yeux d'Auxiliadora s'attardaient désapprobateurs sur ses chaussures usées, ses vêtements simples, et les rides de fatigue gravées sur son visage par de longues heures de travail. Pour elle, ces signes représentaient l'échec, la preuve que Roberto n'était pas l'homme qu'elle avait espéré voir sa fille épouser. Mais le mécontentement d'Auxiliadora ne se limitait pas au regard glacé et à l'attitude distante. Elle était une force active pour essayer de créer une rupture entre Roberto et Marly. Chaque fois que Marly disait quelque chose de positif sur Roberto, Auxiliadora réagissait rapidement par un commentaire négatif ou une remarque acerbe. Elle remettait en question sa capacité à subvenir aux besoins d'une famille, ses choix de carrière, et même son caractère, brossant un tableau de Roberto comme quelqu'un de peu fiable et indigne de l'amour de sa fille. Auxiliadora saisissait chaque occasion pour saper leur relation, souvent par des moyens qui semblaient insignifiants mais avaient un impact profond. Elle insistait pour que Marly passe plus de temps à la maison, inventant des raisons pour lesquelles sa fille devait être avec elle, plutôt qu'avec Roberto. Quand Roberto parvenait à rendre visite, Auxiliadora créait une atmosphère inconfortable, encourageant subtilement Marly à écourter la visite. Si Marly prévoyait quelque chose avec Roberto, Auxiliadora tombait soudainement malade ou prétendait avoir besoin d'aide pour quelque chose d'urgent, obligeant Marly à annuler ou reporter leur rencontre. Dans ses tentatives plus directes pour mettre fin à la relation, Auxiliadora disait carrément à Marly que Roberto n'était pas assez bien pour elle, qu'elle pouvait trouver mieux, et qu'elle méritait quelqu'un qui pouvait lui offrir davantage, un homme avec un emploi stable, une belle maison, et les moyens de fournir le genre de vie qu'Auxiliadora envisageait pour sa fille. Ces conversations étaient fréquentes et incessantes, érodant la détermination de Marly et semant des graines de doute dans son esprit. Auxiliadora cherchait également à impliquer d'autres personnes dans sa campagne contre Roberto. Elle colportait des ragots auprès des membres de la famille et des amis, exagérant ou inventant carrément des histoires sur les supposés défauts de Roberto. Elle le dépeignait comme paresseux, sans ambition, et incapable de prendre soin de Marly. Cet assaut incessant contre son caractère finissait par influencer ceux qui les entouraient, rendant Roberto de plus en plus isolé et mal accueilli en leur compagnie. Malgré la tension croissante, Roberto essayait de rester patient et respectueux. Il aimait profondément Marly et voulait construire un avenir avec elle, mais l'interférence constante d'Auxiliadora rendait presque impossible l'épanouissement de leur relation. Il voyait le prix que cela coûtait à Marly, déchirée entre son amour pour lui et la pression exercée par sa mère. Chaque dispute, chaque mot cruel d'Auxiliadora, pesait lourdement sur leur relation, créant des fissures qui s'élargissaient chaque jour. La détermination d'Auxiliadora à mettre fin à leur relation était inébranlable. Elle croyait qu'en les séparant, elle protégeait sa fille d'une vie de difficultés et de déception. En réalité, ces actions ne faisaient que créer un environnement toxique, où l'amour était éclipsé par le doute, le ressentiment, et la lutte constante pour prouver que leur relation valait la peine d'être défendue. Au fil du temps, la pression devint trop forte pour que Roberto et Marly puissent la supporter. La pression incessante d'Auxiliadora, combinée à la distance émotionnelle croissante qu'elle provoquait entre eux, finit par conduire à la rupture qu'Auxiliadora avait cherchée depuis le début. Ce fut une décision douloureuse et déchirante, qui laissa Roberto non seulement remettre en question sa relation avec Marly, mais aussi sa propre valeur. Auxiliadora, satisfaite du résultat, n'a jamais pleinement saisi le véritable coût de ses actions. Dans sa quête de ce qu'elle croyait être le mieux pour sa fille, elle avait éloigné un homme qui aimait sincèrement Marly, un homme qui, malgré ses défauts, ne voulait rien d'eux plus que la rendre heureuse. Mais aux yeux d'Auxiliadora, Roberto n'avait jamais été à la hauteur, et, en fin de compte, cette croyance était devenue une prophétie autoréalisatrice.
Après de nombreuses disputes et conflits avec sa belle-mère, Roberto a pris la douloureuse décision de mettre fin à sa relation avec Marly. C'était un choix qu'il avait longuement mûri. Tiraillé entre son amour pour Marly et la pression incessante de Donna Auxiliadora. À la fin, il ne pouvait plus supporter de voir Marly subir le poids de leurs conflits constants, ni continuer à endurer l'hostilité qui avait imprégné tous les aspects de leur relation. La rupture a laissé Roberto le cœur brisé, la profonde connexion qu'il ressentait avec Marly désormais réduite à des souvenirs qui le hantaient. Pendant longtemps après, Roberto a été consumé par une profonde tristesse. Il se retrouvait à rejouer les événements qui avaient conduit à la fin de leur relation, se demandant s'il aurait pu faire quelque chose différemment pour que ça fonctionne. Il avait tant essayé de prouver sa valeur, de montrer qu'il était capable de construire une vie avec Marly, mais finalement, cela n'avait pas suffi. Le rejet de Donna Auxiliadora l'a profondément blessé, non seulement parce qu'il lui a coûté la femme qu'il aimait, mais aussi parce que cela l'a amené à remettre en question sa propre valeur. Roberto ne comprenait pas ce qui n'allait pas chez les gens. Il avait toujours été fier d'être travailleur, honnête et fidèle, des qualités qu'il croyait importantes. Il était dévoué à ses études et engagé dans son travail, faisant tout son possible pour améliorer sa situation et construire un avenir meilleur. Pourtant, il semblait que rien de tout cela n'avait d'importance aux yeux de ceux qui le jugeaient uniquement sur sa situation financière. Ce qui le déconcertait encore plus, c'est que certains de ses amis moins scrupuleux, qui ne partageaient pas ses valeurs ni son éthique de travail, semblaient être plus respectés par les autres. Ces hommes, qui trichaient, mentaient, et profitaient des autres, étaient souvent traités avec plus de respect et d'admiration que lui. Cette réalisation fut une pilule amère à avaler. Roberto avait toujours cru que le travail acharné et l'intégrité finiraient par être récompensés, que faire ce qui est juste serait reconnu. Mais maintenant, il était confronté à la dure réalité que la vie ne fonctionnait pas toujours ainsi. Le monde, semblait-il, valorisait souvent le succès superficiel plus que le véritable caractère, et cela le laissait désabusé et frustré. Malgré ses sentiments, Roberto a choisi de ne pas s'y attarder trop longtemps. Il savait que se concentrer sur l'injustice de la situation ne ferait que l'entraîner dans un cycle d'amertume et de ressentiment. Il avait vu ce que pouvait faire la colère tout nue, comment elle pouvait ronger une personne, la rendant cynique et fermée au monde. Roberto ne voulait pas devenir ce genre de personne. Il croyait encore, au fond de lui, qu'il y avait de la valeur à mener une vie d'intégrité, même si cela n'était pas toujours reconnu par les autres. Alors, Roberto a pris la décision consciente de continuer sa vie, de continuer à travailler dur et à rester fidèle à ses principes. Il s'est plongé dans ses études et son travail, les utilisant comme un moyen de canaliser son énergie et de garder son esprit occupé. Il se rappelait que sa valeur n'était pas déterminée par les opinions des autres, mais par la manière dont il choisissait de vivre sa vie. Il trouvait du réconfort dans les routines de sa vie quotidienne, dans les petites réussites qui, bien qu'elles puissent passer inaperçues aux yeux des autres, lui donnaient un sentiment de satisfaction et de but. Avec le temps, la tristesse qui l'avait envahi après la rupture a commencé à s'atténuer. Roberto pensait encore à Marly, bien sûr, mais la douleur aiguë de la perte s'estompa peu à peu pour devenir une douleur sourde et persistante. Il comprenait maintenant que toutes les relations n'étaient pas destinées à durer et que, parfois, lâcher prise était la meilleure chose à faire pour lui-même et pour la personne qu'il aimait. Cette expérience lui avait enseigné des leçons précieuses sur l'amour, le compromis, et l'importance de rester fidèle à soi-même, même lorsque les autres ne le voient pas ou ne l'apprécient pas. La détermination de Roberto à continuer d'avancer l'a aidé à retrouver son sens de l'orientation. Il s'est concentré sur ses objectifs, déterminé à réussir malgré les revers qu'il avait affrontés. Il savait que la route à venir ne serait pas facile, mais il était prêt à l'affronter avec la même détermination et résilience qu'il avait portée à travers tant de défis auparavant. Il a également commencé à développer une compréhension plus profonde des complexités de la nature humaine, réalisant que chacun avait ses propres luttes. Motivation, même ceux qui semblaient avoir une vie plus facile que la sienne.
En fin de compte, Roberto est sorti de cette période difficile avec un sens de soi plus fort et une compréhension plus claire de ce qui comptait vraiment pour lui. Il avait perdu une relation qu'il chérissait autrefois, mais à sa place, il avait gagné un engagement renouvelé à vivre sa vie selon ses propres termes. Le chemin qu'il parcourait n'était pas toujours lisse. Mais c'était le sien, façonné par les choix qu'il faisait et les valeurs qu'il chérissait. Et en cela, Roberto a trouvé un sentiment de satisfaction, discret mais puissant, en sachant qu'il restait fidèle à lui-même, quoi que la vie lui réserve. Quelques années plus tard, après des années de travail acharné et de persévérance, Roberto a enfin obtenu son diplôme. Ce moment était doux amer, bien qu'il fût fier de son accomplissement, la réalité de trouver un emploi pesait lourd dans son esprit. Roberto avait rêvé d'être enseignant depuis son enfance. Il se souvenait de comment, en tant que jeune garçon, il rassemblait ses jouets et faisait semblant de leur donner des leçons, s'imaginant devant une classe remplie d'élèves avides d'apprendre. Ce rêve l'avait soutenu à travers les défis de son éducation, le poussant à exceller malgré les obstacles que la vie avait mis sur son chemin. Cependant, le monde en dehors de l'école n'était pas aussi accueillant qu'il l'avait espéré. Le marché du travail était difficile, et pendant des mois, Roberto a eu du mal à trouver un poste correspondant à ses qualifications et aspirations. Il a postulé dans de nombreuses écoles. Mais la plupart ne recrutaient pas ou exigeaient plus d'expérience qu'il n'en avait. Chaque refus sapait un peu plus sa confiance en lui, le faisant douter de sa capacité à réaliser son rêve de toujours. Juste au moment où il commençait à perdre espoir, la chance lui a souri. Une école bien connue de la ville, réputée pour son excellence académique, s'est retrouvée dans le besoin d'un enseignant remplaçant. L'enseignant titulaire était tombé malade et devait s'absenter pour une période prolongée, laissant un vide crucial à combler immédiatement. L'opportunité était trop belle pour la laisser passer, et, par chance, l'enseignant qu'il devait remplacer temporairement était un vieil ami de Roberto. Cet ami, conscient des difficultés de Roberto et connaissant sa passion pour l'enseignement, l'a recommandé pour le poste. Avec une recommandation solide et un peu de chance, Roberto a été invité à un entretien. Il s'est préparé minutieusement, sachant que cela pourrait être l'opportunité qu'il attendait depuis si longtemps. Le jour de l'entretien, il est entré dans l'école avec un mélange de nervosité et de détermination, conscient que cela pourrait être sa seule chance de faire ses preuves. L'entretien s'est déroulé mieux qu'il ne l'avait espéré. Les administrateurs de l'école ont été impressionnés non seulement par ses qualifications, mais aussi par son enthousiasme et son dévouement envers la profession d'enseignant. Roberto a parlé avec passion de son désir de faire une différence dans la vie des élèves, de sa conviction que l'éducation est un outil puissant pour le changement, et de son engagement à favoriser un environnement d'apprentissage positif et stimulant. À la fin de la réunion, il sentait qu'il avait fait bonne impression. Peu de temps après l'entretien, Roberto a reçu l'appel qu'il attendait avec impatience. On lui a offert le poste. Ce n'était que temporaire, quelques mois tout au plus, mais c'était un pied dans la porte. Roberto a accepté l'offre sans hésitation, rempli d'un nouveau sentiment de bulle et d'excitation. C'était sa chance de finalement entrer dans le rôle dont il avait rêvé si longtemps. Le premier jour, Roberto est entré dans la salle de classe avec un mélange de nervosité et d'excitation. Les élèves, curieux de découvrir leur nouveau professeur, l'ont observé attentivement alors qu'il se présentait et exposait ses plans pour les semaines à venir. Roberto a rapidement trouvé son rythme, s'appuyant sur les compétences et les connaissances qu'il avait acquises au fil des ans. Il a apporté de l'énergie et de la créativité à ses leçons, déterminé à tirer le meilleur parti de cette opportunité. Les élèves ont bien réagi à son approche, et bientôt Roberto s'est retrouvé pleinement immergé dans l'expérience de l'enseignement. Au fil des semaines, Roberto est devenu plus à l'aise dans son rôle. Il a noué des relations solides avec les élèves, gagnant leur respect et leur confiance. Il les voyait non seulement comme des apprenants, mais aussi comme des individus, chacun avec ses propres forces, défis et potentiels. Roberto prenait le temps de les connaître,
de comprendre leurs besoins et d'adapter ses méthodes d'enseignement en conséquence. Sa salle de classe est devenue un endroit où les élèves se sentaient valorisés et encouragés, où l'apprentissage ne se résumait pas à mémoriser des faits, mais à explorer des idées et à découvrir de nouvelles perspectives. L'expérience était tout ce que Roberto avait espéré et bien plus encore. Il trouvait de la joie dans les interactions quotidiennes avec ses élèves, en voyant leurs yeux s'illuminer lorsqu'ils comprenaient un nouveau concept, et dans les petits moments de connexion qui rendaient l'enseignement si gratifiant. Le poste temporaire a commencé à ressembler à un foyer, et Roberto a commencé à rêver de rester définitivement. À l'approche de la fin de son affectation temporaire, Roberto ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe d'anxiété. Il savait que son ami, l'enseignant titulaire, se rétablissait encore et pourrait ne pas revenir au travail. L'administration de l'école avait remarqué le travail acharné et le dévouement de Roberto, et il y avait des murmures que si son ami décidait de ne pas revenir, le poste pourrait lui être proposé. Roberto resta concentré, déterminé à continuer de donner le meilleur de lui-même, quel que soit ce que l'avenir lui réservait. Il savait que, quoi qu'il arrive, cette expérience avait confirmé ce qu'il avait toujours su au fond de son cœur, l'enseignement était sa vocation. La possibilité de rester définitivement le remplissait d'espoir, mais même si cela ne se réalisait pas, Roberto était reconnaissant pour l'opportunité qui lui avait été donnée. Cela avait renforcé sa confiance en lui-même et en sa capacité à faire une différence, et pour cela, il en était profondément reconnaissant. Finalement, le travail acharné de Roberto porta ses fruits. Son ami décida de prendre sa retraite, et l'école offrit à Roberto le poste permanent qu'il avait tant désiré. C'était un rêve devenu réalité, l'aboutissement de nombreuses années d'efforts et de persévérance. En acceptant l'offre, Roberto ressentit un profond sentiment d'accomplissement, sachant qu'il était exactement là où il était censé être. Le chemin avait été difficile, mais il l'avait conduit à ce moment, un moment où il pouvait enfin dire qu'il était un enseignant, non seulement en titre, mais aussi en esprit et en cœur. Tout allait bien, Roberto était un excellent professeur de mathématiques. Le salaire n'était pas parfait, mais il couvrait tous ses besoins. Cependant, tout n'était pas parfait au travail. Il y avait une enseignante plus âgée, Jane, qui n'aimait pas beaucoup Roberto. Elle parlait mal de lui dans son dos, répandait des rumeurs, se plaignait de son travail, et causait d'autres problèmes mesquins. Roberto ne pouvait pas le tolérer longtemps et décida de démissionner parce qu'il sentait que rester dans un endroit avec une collègue si toxique ne ferait que lui nuire. Et cela l'affectait vraiment car, bien qu'il soit jeune, il commença à avoir des maux de tête inexplicables, et les médecins lui conseillèrent d'éviter le stress. Il décida donc de mener une vie plus calme et paisible, en s'éloignant des problèmes dès qu'ils se présentaient. De retour au présent, Roberto était pressé d'emmener la vieille femme au poste de police, où la police pourrait l'aider à retrouver quelqu'un. Mais la pauvre femme commença à pleurer dans la voiture de Roberto. Dans son esprit, il espérait que cela ne se produisait pas, car il ne voulait pas de problème. La femme dit alors simplement, « Ils m'ont maltraité. Roberto, c'est pourquoi je me suis enfui. » Roberto fut surpris que la femme connaisse son nom, ce qui le convainquit encore plus qu'il la connaissait de quelque part, mais il ne pouvait pas se souvenir d'où. Il arrêta la voiture et lui demanda son nom, disant qu'elle lui semblait être quelqu'un qu'il avait connu dans le passé. Mais la femme resta silencieuse, alors Roberto décida de rouler un peu plus vite vers le poste de police le plus proche. Roberto jetait des coups d'œil à la vieille femme dans le rétroviseur, son esprit s'emballant, alors qu'il essayait de se rappeler où il aurait pu la voir auparavant. Son visage, bien que marqué par le temps, portait une familiarité qui le rongeait, mais peu importe ses efforts, il ne parvenait pas à la replacer. Les rides gravées sur sa peau laissaient entrevoir une vie remplie d'histoires, mais aucune d'elles ne se rattachait à un souvenir que Roberto pouvait évoquer. Malgré ses efforts, l'identité de cette passagère mystérieuse restait insaisissable. Ce qui le troublait encore plus, c'était la façon dont elle semblait le reconnaître. Bien qu'elle
n'ait pas dit grand-chose depuis qu'elle était montée dans la voiture, Roberto pouvait sentir son regard sur lui, comme si elle l'étudiait, cherchant quelque chose dans son visage. Son silence était lourd, rempli de mots non dits qui flottaient dans l'air entre eux. Roberto avait la nette impression qu'elle retenait quelque chose, qu'elle savait quelque chose d'important. Mais n'était pas prête à le révéler. La tension dans la voiture augmentait à chaque kilomètre. Parcouru, les lumières de la ville apparaissant progressivement à mesure qu'ils approchaient de leur destination. Alors qu'ils approchaient de la périphérie de la ville, la vieille femme brisa soudainement son silence. Sa voix était douce, presque fragile, mais les mots qu'elle prononça envoyaient un frisson le long de la colonne vertébrale de Roberto. « Pardonne-moi pour le bonheur, dit-elle. » D'un ton empreint d'une tristesse qui semblait venir du plus profond d'elle-même. La phrase était énigmatique, son sens peu clair, mais l'émotion derrière elle était indéniable. Roberto sentit un froid glacial l'envahir, comme si la température dans la voiture avait soudainement chuté. Avant qu'il ne puisse répondre ou même comprendre ce qu'elle avait dit, la femme ferma les yeux et s'effondra sur le siège, inconsciente point la panique envahit Roberto lorsqu'il réalisa que quelque chose n'allait vraiment pas. Il arrêta la voiture sur le bas-côté de la route, ses mains tremblantes alors qu'il vérifiait l'état de la femme. Sa respiration était faible, et son pouls était faible, mais elle était toujours en vie. Le cœur de Roberto battait à tout rompre tandis qu'il tâtonnait pour trouver son téléphone, composant rapidement les services d'urgence. Pendant qu'il attendait l'arrivée des secours, son esprit revenait sans cesse sur les mots qu'elle avait prononcés, « Pardonne-moi pour le bonheur ». Que pouvait-elle bien vouloir dire par là? Et pourquoi lui semblait-elle si familière? Plus Roberto y réfléchissait, plus il était convaincu que cette femme était liée à son passé. D'une manière significative. Ses paroles évoquaient le regret, quelque chose qui s'était passé il y a longtemps, mais il était incapable de se souvenir de quoi il pouvait bien s'agir. Assis là, attendant anxieusement l'ambulance, il essayait de faire remonter à la surface un quelconque souvenir qui pourrait expliquer cette étrange rencontre, mais son esprit restait désespérément vide. Lorsque les ambulanciers arrivèrent, Roberto leur expliqua rapidement ce qui s'était passé. Sa voix teintait d'urgence. Ils prirent le relais, soulevant délicatement la femme sur une civière et se préparant à la transporter à l'hôpital. Pendant qu'ils travaillaient, Roberto ne pouvait se défaire du sentiment qu'il manquait quelque chose d'important, une pièce essentielle du puzzle qui donnerait un sens à tout cela. La forme frêle de la femme paraissait encore plus petite alors qu'il la chargeait dans l'ambulance, et Roberto ressentit une pointe de culpabilité de ne pas avoir pu l'aider davantage. L'un des ambulanciers se tourna vers Roberto avant de fermer la porte de l'ambulance. « Vous avez bien fait de nous appeler, dit-il. Nous prenons la situation en main maintenant. » Roberto acquiesça, l'esprit encore bouleversé par le tournant étrange et inquiétant des événements. Alors que l'ambulance s'éloignait à toute vitesse, sirène hurlante, Roberto se retrouva seul sur le bord de la route, seul avec ses pensées. Il ne pouvait pas se résoudre à repartir immédiatement. Au lieu de cela, il resta assis sur le siège du conducteur, fixant les lumières de la ville au loin, essayant de donner un sens à ce qui venait de se passer. Les mots prononcés par la femme résonnaient dans son esprit, comme une énigme qu'il ne parvenait pas à résoudre. Roberto savait qu'il devait approfondir cette affaire, découvrir qui elle était et pourquoi elle avait dit ce qu'elle avait dit. Il y avait quelque chose de profondément personnel dans cette rencontre, quelque chose qui touchait à une partie de son passé qu'il avait peut-être longtemps oublié, ou tenté d'oublier. Finalement, alors qu'il reprenait la route en direction de l'hôpital, Roberto se résolut à percer ce mystère. Il devait savoir pourquoi cette femme l'avait cherché, et quel bonheur elle demandait pardon. Les réponses, il le sentait, étaient liées à une partie de sa vie à laquelle il n'avait pas pensé depuis des années, mais maintenant il semblait que le passé le rattrapait, exigeant d'être confronté. Roberto arriva à l'hôpital, gara sa voiture et se précipita à l'intérieur. Il trouva la salle d'urgence en pleine effervescence, les lumières fluorescentes projetant une lueur crue sur tout. Après une brève conversation avec l'infirmière à la réception, il fut dirigé vers une salle d'attente.
Les minutes s'écoulaient lentement tandis que Roberto attendait, son esprit toujours en proie à des questions. Il savait que, d'une manière ou d'une autre, cette nuit le mènerait à affronter un chapitre de sa vie qui était resté en suspens, un chapitre qui refusait maintenant de rester enfoui. Roberto était alarmé, pensant que quelque chose de grave lui était arrivé, et il se précipita pour l'emmener à l'hôpital. La femme fut rapidement prise en charge et emmenée aux urgences. À la réception, on lui demanda quelle était sa relation avec Roberto, et il expliqua qu'il l'avait simplement trouvé en train de marcher seul sur la route et qu'il voulait l'aider. À proximité, un policier nommé Wilton entendit l'explication de Roberto et ne put l'ignorer. Il demanda à Roberto de tout expliquer en détail. Wilton patrouillait dans la zone avec son partenaire lorsqu'un accident de travail les avait conduit à l'hôpital, mais ce n'était pas grave, juste des problèmes de routine. C'est pourquoi il se trouvait à l'hôpital à ce moment-là. Roberto expliqua tout à l'officier, y compris le fait que la femme semblait le connaître bien, qu'il ne puisse se rappeler qui elle était. Wilton était sceptique quant à l'histoire de Roberto et lui demanda de ne pas quitter l'hôpital avant qu'il puisse interroger la femme lorsqu'elle se réveillerait. Roberto, sans le vouloir, s'était impliqué dans quelque chose qu'il ne souhaitait pas, un gros problème. Comme Roberto était divorcé et vivait seul, il n'avait pas de mal à rester là. Moment pour l'enquête de Wilton. Au fil des heures, Roberto tenta désespérément de se souvenir de qui pouvait bien être cette femme, mais elle était très âgée, et son visage avait pu changer considérablement au fil des ans. Cependant, il était sûr qu'elle pouvait être l'une des 4 personnes avec qui il avait brièvement interagi dans le passé, la mère d'une de ses petites amies, Donna Auxiliadora, ou l'enseignante âgée Jane de l'école où il avait travaillé comme professeur de mathématiques pendant un certain temps, ou même sa belle-mère Susanna, dont il préférait oublier le visage en raison de toute l'humiliation et du manque de respect qu'elle lui avait montré. Enfin, cela pourrait être la gentille dame qui travaillait pour sa grand-mère, Mafisa. Cependant, celles-ci étaient les options les plus évidentes, mais cela aurait pu être quelqu'un d'autre. Alors que Roberto attendait dans la salle de réception de l'hôpital, le médecin sortit de la salle d'urgence et demanda à parler avec Wilton, le policier qui était là. Le médecin dit que la femme âgée avait vécu des expériences désagréables là où elle habitait et qu'elle avait donné au médecin son adresse et son nom. Elle avait également dit que Roberto ne faisait que l'aider. Ainsi, le médecin donna l'adresse à l'officier pour résoudre la situation. Peu de temps après, le docteur Tarcisio appela Roberto pour discuter dans son bureau. Roberto trouvait toute cette situation étrange car, au début, cela semblait être quelque chose de surnaturel, une femme en blanc sur la route, faisant de l'autostop la nuit, aurait effrayé n'importe qui, et le pire était qu'elle connaissait son nom, alors qu'il ne se souvenait pas d'elle. De plus, Roberto avait l'impression de s'être retrouvé dans un gros problème. Le docteur Tarcisio lui dit que si la femme ne s'était pas réveillée ou était décédée, il serait effectivement dans de graves ennuis. Roberto s'essuya le front et poussa un soupir de soulagement, puis demanda ce que Tarcisio voulait lui dire. Tout d'abord, le médecin lui conseilla de mieux prendre soin de sa santé mentale car, peut-être à cause du stress dans sa vie, il pourrait avoir de sérieux problèmes de mémoire qui pourraient s'aggraver. Roberto acquiesça et expliqua qu'avec tous les problèmes financiers, la gestion des clients et sa vie en général, tout ce qu'il pouvait faire, c'était endurer en silence et aller de l'avant. Tarcisio fut impressionné par l'histoire de la vie de Roberto et le félicita pour ce qu'il avait fait pour la femme cette terrible nuit-là. Roberto était choqué, mais le médecin expliqua que la femme subissait des mauvais traitements chez elle. Son mari était décédé des années auparavant, et ses enfants s'occupaient mal d'elle. Elle avait dit au médecin qu'elle avait une situation financière confortable, mais que ses enfants prenaient tout son argent et la laissaient sans un sou. De plus, il ne lui permettait pas de sortir de la maison pour quoi que ce soit, et elle n'avait pas mis un pied dehors depuis des années. Tarcisio et d'autres médecins l'examinèrent et découvrirent qu'elle était lucide et en plein contrôle de ses fonctions mentales et physiques. Cependant, ses enfants avaient falsifié des
rapports médicaux et réussit à prouver qu'elle ne pouvait pas s'occuper d'elle-même, tout. Cela uniquement pour son argent. Cette nuit-là, la femme avait réussi à s'échapper de l'endroit où elle avait été emprisonnée. Pendant presque 2 décennies sans quitter la maison. Elle s'était rendue sur la route pour chercher de l'aide, et Roberto était apparu comme un ange. Malgré son stress et ses nombreux problèmes, Roberto avait voulu aider, même s'il avait eu peur que ce soit piège. Il s'était arrêté pour s'occuper d'elle. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Wilton et une équipe de policiers arrêtaient les enfants de la femme pour mauvais traitement et falsification de documents. Peu de temps après l'arrestation des accusés, Wilton vit une photo et comprit l'autre partie de l'histoire, la raison pour laquelle la femme connaissait Roberto à l'hôpital. Le docteur Tarcisio demanda à Roberto d'aller parler avec la femme dans sa chambre. Lorsqu'il entra dans la chambre, Roberto vit la femme assise sur le lit et lui demanda comment elle se sentait. Elle répondit qu'elle allait maintenant bien, grâce à lui, car s'il n'avait pas arrêté la voiture pour l'aider, ses enfants l'auraient ramené dans cet endroit terrible qu'elle appelait autrefois sa maison. Elle le remercia et lui demanda s'il ne se souvenait vraiment pas d'elle, mais Roberto répondit que beaucoup de personnes étaient passées dans sa vie, et que, à cause de nombreux problèmes et du stress, il avait des problèmes de mémoire, mais rien d'alarmant. Il demanda si elle pouvait tout lui expliquer, car il avait failli se retrouver dans un gros pétrin. Pour l'avoir aidé, mais il était soulagé de savoir qu'elle allait bien. Elle s'excusa d'avoir rendu sa nuit si chaotique et de lui avoir causé des problèmes dans le passé. Roberto demanda encore, « Mais qui êtes-vous, madame ? » « Mon cher, j'ai été très cruel avec toi à l'époque. Nos vies auraient pu être tellement différentes si j'avais été une meilleure personne. Mais pendant tout ce temps, en étant piégé et maltraité par les personnes censées m'aimer, j'ai beaucoup réfléchi à mes actions. Alors aujourd'hui, quand je t'ai vu sur la route t'arrêter pour m'aider, j'ai eu l'occasion de me racheter pour tout le mal que j'ai fait. Je sais que tu ne te souviens pas de moi, mais c'est moi, Susanna, ta belle-mère. Je sais que tu ne me pardonneras jamais d'avoir été cruel avec toi, mais quand tu es parti, ton père était très triste, mais moi, j'en étais contente. Je sais que j'étais égoïste et cruel, mais la vie m'a bien fait payer pour ça. J'avais déjà 50 ans, et ton père et moi avions eu des enfants ensemble. Peut-être que tu te souviens d'eux. Malheureusement, nos enfants ont été cruels avec moi. Quelques années après la mort de ton père, j'ai dû tout gérer seul tout en travaillant en même temps. Quand j'ai commencé à recevoir ma retraite et la pension de ton père, mes enfants ont commencé à montrer leur côté avide et méchant. Ils ont pris mon argent et l'ont utilisé à leur guise. J'ai aussi hérité d'une grande somme d'argent de mes parents, mais je n'ai pas pu en profiter. Pendant des années, ils m'ont gardé enfermé dans la maison, et je pouvais faire peu de chose car nous vivions loin de la ville, et il était presque impossible de demander de l'aide. Ils ont coupé tout accès téléphonique dans la maison, et il n'y avait même pas d'internet. J'étais isolé du monde, réfléchissant au mal que j'avais fait à tant de gens, y compris toi. Ton père t'aimait beaucoup, mais il a choisi de rester à mes côtés. Il était la seule personne qui m'aimait dans la vie, mais je veux que tu saches qu'il t'aimait aussi. Aujourd'hui, après presque 20 ans, je suis une femme libre et je peux vivre en paix. Même ainsi, je vais abandonner les accusations contre mes enfants et ne demanderai qu'une chose, qu'ils vivent loin de moi et mènent leur propre vie. Roberto fut choqué par tout cela. Pour lui, elle était effectivement comme un fantôme du passé. Mais Roberto vivait sa vie d'une manière où il ne gardait plus rancune contre personne. Alors Susanna lui demanda s'il pouvait lui pardonner pour tout, et il répondit que oui, qu'elle n'avait plus à s'inquiéter de cela. 5 ans plus tard, Susanna décéda de vieillesse, mais avant de partir, elle fit de Roberto son héritier afin qu'il puisse vivre une vie plus calme et plus paisible. De plus, il pourrait prendre soin de sa santé comme il le fallait. Pour Roberto, chaque personne a sa propre façon d'être, ses points de vue et opinions différents, et il respecte cela sans discuter lorsque quelqu'un ne l'apprécie pas ou n'est pas d'accord avec lui. Ainsi, Roberto continue sa vie, abordant chaque jour avec une résilience tranquille qui était
devenu son trait caractéristique. Les années lui avaient enseigné de nombreuses leçons. Difficile, mais peut-être la plus importante était la valeur de lâcher prise. L'amertume et la colère qu'il avait autrefois nourrie, la douleur infligée par ceux qui l'avaient trahi, avaient progressivement disparu à l'arrière-plan. Il en était venu à comprendre que s'accrocher à la rancune ne faisait que l'alourdir, le liant à un passé qui n'avait plus de pouvoir sur son présent. L'amour de Roberto pour son travail de chauffeur de taxi restait inébranlable, malgré les défis et les longues heures. En parcourant le paysage toujours changeant de la ville, il trouvait une certaine paix dans la routine. Le bourdonnement du moteur, le rythme des roues sur le pavé, et les conversations éphémères avec les passagers contribuaient tous à un sentiment de but qu'il chérissait. Pour Roberto, son travail n'était pas seulement un moyen de gagner sa vie, c'était une façon de rester connecté au monde, de sentir le pouls de la vie qui traversait les rues. Même en vieillissant, sa passion pour la conduite ne faiblissait jamais. Il était fier de ça. Capacité à naviguer dans les routes labyrinthiques de la ville, à trouver les itinéraires les plus rapides, et à offrir une oreille attentive à ceux qui en avaient besoin. Au fil des ans, il était devenu une sorte de figure familière dans son quartier, connu et respecté par les habitués, qui faisaient appel à son taxi. Ils appréciaient sa présence stable, son calme et la sagesse qui venait avec ses années derrière le volant. Mais le voyage de Roberto n'était pas seulement une question de route physique qu'il parcourait. Il s'agissait aussi du voyage émotionnel qu'il avait entrepris, un voyage vers le pardon, la compréhension, et finalement, la paix. Les épreuves qu'il avait traversées, de la perte de proches à la trahison de ceux en qui il avait confiance, l'avaient façonné en un homme qui comprenait la futilité de garder rancune. Il avait réalisé que s'accrocher au passé ne faisait que le vider de l'énergie nécessaire pour vivre pleinement le présent. Il réfléchissait souvent aux personnes qui lui avaient autrefois causé de la peine, sa belle-mère Susanna, qui avait cherché son pardon sur son lit de mort, et d'autres qui, d'une manière ou d'une autre, l'avaient blessé. Au lieu de laisser leurs actions le définir, Roberto choisit de les voir comme faisant partie d'une tapisserie plus vaste de la vie. Chaque rencontre, aussi douloureuse soit-elle, lui avait appris quelque chose de précieux sur lui-même et sur le monde. Ces expériences n'avaient pas durci son cœur, au contraire, elles l'avaient ouvert, lui permettant d'aborder la vie avec un sentiment de compassion et d'empathie. La philosophie de Roberto était simple, le passé est un lieu d'apprentissage, pas un lieu où vivre. En se libérant du poids des vieilles rancunes, il se sentait plus léger, plus à l'aise, et mieux capable d'apprécier la beauté du moment présent. Que ce soit la chaleur du soleil du matin filtrant à travers son pare-brise ou la satisfaction tranquille d'un travail bien fait. Roberto embrassait ces petites joies comme des rappels que la vie, malgré ses difficultés, pouvait encore être belle. Dans ses interactions avec les autres, Roberto incarnait cette croyance. Il traitait chacun avec gentillesse et respect, quelle que soit la façon dont il le traitait. Il comprenait que chacun portait ses propres fardeaux, ses propres histoires de douleur et de lutte, et il choisissait de les accueillir avec un esprit doux. De cette manière, Roberto était devenu une source de calme dans un monde chaotique, un homme qui avait trouvé la paix non pas par l'absence de conflit, mais par sa capacité à s'élever au-dessus de celui-ci. Ainsi, au fil des années, Roberto continua de conduire son taxi, satisfait de savoir qu'il vivait sa vie selon ses propres termes. Il ne se faisait aucune illusion sur l'avenir, il savait que les défis continueraient d'apparaître, qu'il y aurait des jours difficiles à venir. Mais il savait aussi qu'il avait la force de faire face à tout ce qui se présenterait, armé de la sagesse acquise au cours d'une vie de leçons. Pour Roberto, la route devant lui était claire, et il était prêt à la parcourir avec un cœur ouvert et une âme allégée. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Merci de liker, de vous abonner, et de partager. Merci d'avoir regardé.